Virginie, bonjour, je vous présente Virginie Rosière. Bonjour. Ton rapport, Virginie, a été voté ce mardi au Parlement européen. 399 voix pour, Exactement. 101 contre, 166 abstentions sur les lanceurs d'alerte. D'abord, mes félicitations, Merci. parce que ce sont des enjeux importants et on va essayer d'éclaircir avec quelques questions. Mais dans ton intervention, l'autre jour, tu as cité par exemple Antoine Deltour, Raphaël Halet, Irène Frachon ou Denis Robert, qui sont tous des personnes qui ont eu l'occasion de s'exprimer et qui ont eu le courage de parler sur leur situation, qui ont dévoilé des affaires sur les LuxLeaks, dans le domaine médical ou encore avec le Mediator. Finalement, c'est quand même des personnes très très différentes. Il y a des comptables, il y a des journalistes, il y a des médecins. Qu'est-ce qui est commun à tout cela et comment donc du coup on définit un ou une lanceuse d'alerte? C'est un peu ce que tu as dit. Ce sont des gens qui ont parlé. Et ils ont fait ce choix de révéler des choses qui se passent et qui ne vont pas. Alors la question c'est comment on définit ce qui ne va pas. C'est ça le vrai sujet. Et donc dans le rapport, on essaie de poser une définition de ce que c'est une alerte. Une alerte, c'est la révélation d'informations qui portent sur des agissements qui sont contraires à l'intérêt général européen. L'intérêt général des citoyens européens. Donc on a défini ce concept général, justement, et puis on a essayé de l'illustrer en donnant des exemples des domaines dans lesquels ça pouvait se produire. On parle de lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment, d'atteinte à l'environnement, à la santé publique, d'évasion fiscale. Donc on a donné une liste assez large aussi, mais qui n'est pas exhaustive parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Et puis, tu l'as dit, là on a des personnes qui sont connues, qui ont parlé publiquement. Une alerte, ce n'est pas toujours public, mais ça doit pouvoir être public. Donc c'est aussi un des sujets du rapport, c'est de dire que simplement, le lanceur d'alerte, c'est celui qui révèle, quel que soit le canal qu'il choisit, à l'intérieur de l'organisation, aux autorités judiciaires ou aux journalistes. En même temps, ce sont tous, en tout cas ceux qu'on a cités, des gens qui ont subi de plein fouet les conséquences d'avoir parlé, justement, et qui, pour certains d'entre eux, sont d'ailleurs poursuivis par la justice, voire condamnés. Et c'est vrai qu'en face, il y a une machinerie énorme avec des enjeux énormes qui se mettent en route. Comment est-ce qu'on peut les aider dans tout cela? C'est justement ça l'objet du rapport, de dire que des lanceurs d'alerte, ce sont des personnes, des individus seuls, isolés, qui ont en face d'eux une grosse machine, en tous les cas. Et que donc, pour ça, ils ont besoin d'être protégés. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les aider concrètement? Tu l'as dit, ce sont souvent des pressions, des représailles, une perte d'emploi, une perte de ressources, voire des procès, des condamnations. Donc on a deux volets en fait de protection. Le premier c'est dans le rapport avec l'organisation dans la relation quotidienne. Ça peut être une relation employeur-employé, mais ça peut aussi s'adresser à des gens qui sont des consultants extérieurs, des sous-traitants ou des simples citoyens. Et donc dans tous les cas, on définit clairement que les représailles, les pressions, les menaces sont formellement proscrites. Et elles doivent être pénalisées. Donc on indique que c'est interdit, on indique que ça doit être sanctionné, et en plus on demande une réparation totale du préjudice, de la perte de revenus, de la perte de droits à retraite, de la perte de ressources, pour les personnes qui en sont victimes. Donc ça c'est vraiment le volet, on va dire, social de la protection des lanceurs d'alerte. Et puis après, comme tu le disais, il y a le volet judiciaire. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand on est devant la justice? Et là, d'une part, on indique que la révélation d'une alerte est légitime à partir du moment où c'est vraiment une alerte, c'est-à-dire que ce sont des faits qui sont vrais et qui constituent une atteinte à l'intérêt général. Et à ce moment-là, la divulgation est légitime. Ça veut dire qu'on ne peut pas opposer, par exemple, des clauses de confidentialité dans un contrat ou même le secret des affaires dont on a parlé. Ça a une valeur inférieure au fait de défendre l'intérêt général et donc c'est une protection judiciaire. Et puis concrètement, on sait c'est aussi une épreuve psychologique, financière, donc on demande du soutien, une aide juridictionnelle, une aide financière et aussi une aide psychologique pour les lanceurs d'alerte en cours de procédure. D'accord. Tu as fait le lien aussi avec la journaliste maltaise qui a été tuée très très récemment et je pense que ça avait aussi un effet, tu parlais de psychologie tout à l'heure, en tout cas un effet incitatif vis-à-vis de certains groupes de cette assemblée. Et je suis certaine que tu pourrais nous dire aussi le sens de cette intervention juste avant le vote, parce que je pense qu'il y avait chez certains des groupes une réticence à certains éléments. Oui, on a bataillé en fait sur plusieurs sujets avec la droite du Parlement, avec le PPE. Et il y a un sujet qui a cristallisé l'opposition, c'est est-ce qu'on doit protéger les lanceurs d'alerte quand ils révèlent des informations au public, dans la presse?
Notre conviction, et je n'étais pas la seule, on avait une majorité de groupes sur cette logique, c'est oui, c'est justement ça l'alerte. Il peut y avoir des alertes internes, mais en général c'est pour les cas les moins graves, pour les cas les plus graves, les plus lourds, qui ont les conséquences les plus sérieuses, qui présentent le danger le plus important. Pour les citoyens aussi, pour le lanceur d'alerte, c'est le recours au public et à la presse qui est le seul recours possible. Donc c'est justement là qu'il faut les protéger. Et le PPE, en voulant supprimer la protection dans ces circonstances-là, voulait simplement en fait ne pas protéger les lanceurs d'alerte. Donc ça a été effectivement une bataille politique d'abord. Et puis moi, si tu veux, j'ai réagi au moment du vote parce que on rend hommage à une journaliste qui a enquêté sur les Panama Papers, qui a révélé de la corruption, de la fraude, du blanchiment, et qui le paye de sa vie. Et tu as le PPE qui, la main sur le cœur, explique qu'il faut défendre le journalisme d'investigation et qui s'apprête quelques minutes plus tard à empêcher des révélations à la presse. Donc ce double discours, c'était juste pas supportable. Je pense que ça a beaucoup aidé dans le vote. Dernière question, c'est un rapport qui a été un petit peu long, alors d'abord dans la détermination du rapporteur, et je suis contente que ce soit toi qui l'ait eu. Finalement un peu moins long dans sa conception, on l'a connu plus long. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de la commission? Parce qu'il y a cette phase-là, maintenant c'est un rapport d'initiative, donc il faut le traduire correctement. Qu'est-ce que tu attends de la commission maintenant? Tu soulignes qu'en fait l'élaboration a été assez rapide parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur les ONG, la société civile, qui sont très mobilisés et pour lesquels il y a une forte demande. Le Parlement vient ajouter à cette demande vis-à-vis de la commission pour que maintenant il y ait une action législative. C'est d'ailleurs le premier message du rapport. Nous demandons à la Commission une initiative législative, donc un texte contraignant pour protéger les lanceurs d'alerte. Il y a eu une consultation justement de la société civile avec un nombre énorme de réponses, presque 6000 réponses, alors que la moyenne c'est plutôt 600. Donc on voit qu'on a une très forte mobilisation. En même temps, on sait que certains États membres ne sont pas très motivés pour voir une protection se mettre en place. Il n'y en a que 6 aujourd'hui qui protègent les lanceurs d'alerte. Donc la Commission est un peu prise entre deux feux. Nous, on va continuer à mettre la Commission sous pression, à demander cette protection. C'est une nécessité démocratique, citoyenne. On a une forte mobilisation et on a une commission qui évolue. Il y a un an de ça, elle nous disait que ce n'était pas du tout opportun et qu'elle ne voulait rien faire. Là, elle a lancé cette consultation, elle nous annonce quelque chose à discuter début 2018. Donc on espère que ce sera à la hauteur de nos attentes. Merci beaucoup Virginie. Je pense que ça fait partie de ces objets qui font que les citoyens savent que l'Europe s'occupe d'eux et les protège un peu mieux à la fin de ce mandat qu'au début de celui-ci. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.